I'm a walking bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right chord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays a song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let them feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit. I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. I'm ready to explode. Bon, ça, il va directement. Qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but it's back huge! He's just too strong! It awakens here. Massive kill coming in! It awakens now. It was just cinema! Welcome to MSI. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle nuit de MSI, un nouveau Best of 5 qui nous attend. Amérique du Nord contre Chine, FlyQuest contre Bilibili. 1 heure bien sûr pour en discuter. On aura pas mal de choses, il y a du quiz, il y a de l'interview, il y a moult sujets et il y a moult magnifiques analystes sur mon plateau. Avec le très fringant Twixou, comment ça va ? Oh, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Après, je viendrai à Tic et Tac. D'accord. Bah, écoute, merci. Après, vu les intros, pleine forme. il est gros ce mensonge. Pleine forme. Ça commence à tirer un petit peu là sur la fin du MS. Ouais, ça rappe, mais tranquille. Hein. Ce soir, on va passer une bonne soirée. Peu importe comment elle se déroule, c'est une affiche inédite quelque part, puisque on y croit. Et let's go. On y croit, on verra au prono si vraiment on y a cru tant que ça. Je finirai par Zérotique parce que c'est peut-être celui qui est le plus intéressé dans les matchs aujourd'hui. Comment ça va Tintin ? Je passerai à Milou après. C'est un compliment. On est tous fringants, sauf effectivement Tintin et Milou. Mais mis à part ça, Tintin, ça va. T'as le rôle de Tintin. C'est pas toi qui dois te plaindre. C'est vrai que la houppette est pas super à la mode, mais ça va, c'est quand même un chat, Tintin. C'est vrai que c'est quelqu'un de sympa. Un peu un chat. Ouais. Mais mis à part ça, ça va. La journée a été un peu longue aujourd'hui. Je commence vraiment à... Je tanque plus. T'as vraiment... bossé aujourd'hui au cabinet ? Complètement. Je suis rentré chez moi à 20h. J'ai dormi de 20h30 à minuit. Je suis là. Et le pire, c'est que normalement, demain, je vais faire grasse mat. Sauf que mon proprio m'a appelé et je dois faire changer le chauffe-eau à 8h. Oh, c'est dur. Déjà, je me plains quand je me lève à 13h. Bah, quand tu rentres, en fait, tout simplement du casque. Exactement ça. J'avais prévu de faire une grasse mat jusqu'à 13h. Non. Alors, on n'est pas dans le même bateau, mais je dois me lever à midi pour la médecine du travail. Oh merde. Ah mince. À midi, c'est dur. Hein. On est un peu pareil, non ?
Bah, sinon, ça va, Zéro? Bon, alors, sinon, Zéro, Milou, où balance ton cœur aujourd'hui? Il y a de l'enjeu quand même. Ouais, il y a de l'enjeu. En tout cas, je sais pour qui je suis. Je suis pour FlyQuest. Après, je sais pas. Tu dirais que t'as plus une allégeance à l'Amérique du Nord qu'à la Chine, du coup. Ouais, clairement. C'est parce que tu couvres vraiment l'Amérique du Nord ou... C'est parce que FlyQuest, quand même, inspire des Bwipos, sont des sacrées personnes en interview également et bien envie qu'ils aient leur top 4, qu'ils aient leur victoire face à l'Asie. C'est d'imaginer cette même question, mais dans un cadre géopolitique. Et c'est beaucoup plus drôle. Hop là, c'est parti. Petite référence à l'actualité. Ouais, la Belgique, la Belgique de Bwipo, la Belgique. T'es plutôt Est ou Ouest? Tu peux le dire en live devant tout le monde. Ouais, alors League of Legends. Heureusement que t'étais pas là hier, toi. Il est vrai. Allez, le récap, c'est parti. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Anyways Legend contre CFO avec, messieurs, allez, je commence par Twitch, mais des CFO qui se sont fait quand même tarter. Hein. Oui, ils se sont fait tarter. Alors, pas aussi fortement que d'autres équipes qui passeraient par Anyone's Legends, je pense. Enfin, la plupart d'entre elles, dans tous les cas. Mais ils se sont magnifiquement fait tarter. On est bien d'accord. En fait, on est revenu dans un petit scénar où c'est depuis la lane où tu vois déjà que ça commence à patauger un petit peu. Notamment le Shanks Show qui aurait été le fil rouge de la soirée. Voilà, c'est le poids des joueurs, ça pesait beaucoup plus lourd en face. Bon, en game d'intro, il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a quand même eu la win CFO qui était ultra convaincante avec une autre game série. Donc, ma foi, on n'est pas passé loin du rêve, hein, je pense. Et même la game 2, il y a eu le comeback là, ça. Ouais. Ah, la game 2, était incroyable parce que Anyone Legends avait le contrôle pendant toute la partie. Il y a eu un superbe ultime corner de Junja, un teamfight somptueux. En un teamfight plus un baron, ils ont récupéré 9000 gold. C'est ça. Ce qui est un chiffre tout à fait dingue. Mais après, Anyone Legends ont réussi à défendre leur base. K-Wing est passé à côté d'un grab qui a coûté très cher. Et après le chase, on a réussi à récupérer un autre dragon ancestral. Et au final, c'est Anyone Legends qui l'emporte. Mais la série aurait eu un tout autre visage si le comeback avait été complété par CFO. Ouais, parce que psychologiquement, ça aurait donné beaucoup plus de choses. Sachant que dans cette game numéro 3, justement, on parlait de l'early game, du Shanks Show. Bah, c'est une game où justement, on a le mieux tenu côté CFO. Il y a eu quand même un peu de back and forth. Et c'est quand même les CFO qui ont réussi à prendre un lead early. Il y a eu un petit throw, puis après un nouveau lead, justement sur cette attaquane, et un Ezreal qui était quasiment intouchable. Ouais, Tabé était passé en interview après avec Cadrel et il a dit cette game là c'est ma faute, c'est ma draft, même si il disait en même temps même les mauvaises drafts peuvent être jouées et c'est un mélange de mauvaises drafts avec mauvaises décisions qui amène à la défaite de Anyone Legends, mais il n'était pas convaincu de Xayah lui-même. Ah ouais, voilà. c'est dur hein. Voilà, la Xayah était un peu criminelle. La Xayah, on l'a vu pop, on s'est posé des questions pendant toute la game. Ça fait donc que les CFO sont sortis de la compétition. Anyone's Legend attendra le gagnant de ce soir entre FlyQuest et Billy. Alors justement, tu parlais de Tabé, donc on va directement parler de Tabé, puisque Tabé, il dit un truc. Il dit des trucs même sur la préparation. Ouais. Alors qui a envie de faire la lecture ce soir? Moi je veux bien. Allez, la lecture. Bonsoir. Salut. Je ne fais jamais de draft meeting avec mes joueurs avant les matchs officiels, car nous jouons en officiel ce que nous jouons pendant nos scrims. Et je souhaite mettre le moins de pression possible sur les épaules de mes joueurs concernant la draft. Je m'occupe de la préparation, et ils n'ont qu'à se concentrer sur leur gameplay. Évidemment, on discute des drafts, juste avant les matchs et entre chaque game, et je fais confiance à mes joueurs s'ils ont des idées en draft. L'important, c'est de garder notre cohésion en toutes circonstances, afin de pouvoir revenir sur chacune de nos drafts et comprendre ce que l'on peut mieux faire. Même quand je pense avoir une meilleure draft, si je perds le match, il faut que je réfléchisse à ce qui ne va pas dans la draft, ce qu'on aurait pu mieux faire. Draft. Il y a 9 fois draft dans le discours. T'as jamais pensé à lire des comptines pour enfants, genre comme Jean Rochefort, etc. T'as la voix Une voix grave comme ça pour berthéliser. Pourquoi pas. Ça tirait bien. Alors, avant de débattre de tout ça, on en a un autre bout de l'interview où je te laisse finir le travail. Cette année, on travaille d'arrache-pied. À mes yeux, avoir 2 blocs de scrim par jour serait impossible. 3, c'est la normalité. On se réveille vers 13h30, puis premier bloc à 14h.
On prend une pause vers 17h, 17h30 jusqu'à 19h pour que les joueurs puissent manger ou faire une sieste. Puis second bloc et on enchaîne sur le troisième bloc vers 22h. Les joueurs reprennent une pause entre minuit et 1h. Puis ils vont solo queue jusqu'à 3-4 heures du mat. Cette vie de rêve. Cette vie de rêve, quand tu fais ça 6-7 jours par semaine, il y a moyen que ça tue. Alors revenons. Il y a les 8 heures, hein, c'est bon. Il y a les 8 heures. Alors revenons d'abord sur la première partie de la citation. Si tu peux nous la remettre un peu en grand écran. Alors, est-ce que c'est une solution? Parce que forcément, l'Europe ayant pris une nouvelle veste, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas en Europe? Comment on peut améliorer les choses en Europe? Est-ce que la stratégie Tabé, c'est un point de départ? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable en Europe ou pas du tout? Il y a Calice qui a répondu, je te laisse commencer. Ouais, vas-y, si t'as la réponse de Calice. En fait, il était en stream il n'y a pas très longtemps et il disait que globalement, c'est le rythme un petit peu qu'ils ont. Peut-être pas aussi intensif, mais ils disent on fait au moins 8-9 games de scrim par jour, que ce soit en saison régulière et en playoff. Par contre, il a rajouté un petit insight, c'est qu'effectivement, il y a 3 blocs de scrim qui sont suggérés par Tabé, mais apparemment, du côté des équipes chinoises, lorsqu'il y a 7-0 à minute 3, ils FF instant. Donc effectivement, ça fait 3 blocs de scrim, mais peut-être qu'ils sont beaucoup plus courts, in fine, parce que c'est des blocs de 5 games, et si tu en FF 2 ou 3 sur le bloc de 5, ça laisse un peu plus de temps. Ça dépend beaucoup généralement des équipes, parce que je sais, par exemple, je me souviens de Zaboutine quand il était à l'époque chez Optic Gaming, où ouais, c'est ça, il forçait ses joueurs à finir les scrims, parce que ça pouvait aussi montrer comment faire du comeback, comment résister, etc. Alors pas tout le temps, mais il y a aussi des équipes effectivement qui FF directement. Il y a un niveau 1 qui s'est mal passé, hop, on FF, on redraft, on refait des choses. Ça, je dirais que je le laisse quand même à l'appréciation des coachs et des équipes. De ce que j'ai compris quand même quand j'ai vu l'interview de Tabé, c'est qu'il y avait un bloc de 5 games fearless et 2 autres blocs qui n'étaient pas forcément composés de 5 games véritablement, puisqu'on voit que les créneaux horaires qui sont alloués sont plus petits. Donc il y a différentes volontés entre les différents blocs de scrim, donc blocs d'entraînement, pour travailler des choses différentes, j'imagine. Mais c'est pas forcément 5 games où on s'arrache la tête sur tous les cas. Il y a quand même un autre truc à dire par rapport à ce qui est déjà fait au niveau de l'Europe. On a les insights après le first stand de la Carmine qui disaient que quand ils étaient au first stand, c'était le rythme qu'ils avaient. Tu vois, c'était un rythme très très soutenu en compétition internationale. Reste à voir si c'est également le rythme qu'ils ont quand ils sont à domicile en LPL. Ça m'étonnerait que ce soit aussi soutenu, mais c'est pas particulièrement étonnant qu'on ait choisi ce rythme-là du côté de Tabé. Et en vrai, pour les drafts également, la manière dont il en parle, c'est qu'il dit que lui, son travail en tant que coach, c'est d'être le cœur de l'équipe. C'est lui qui va s'occuper du team play principal et des drafts, là où les joueurs doivent se focus sur le gameplay, qu'il a des assistants coachs et des coachs pour les lanes en particulier, qui doivent également s'occuper de tout. Et le but, c'est que chacun connaisse son job et qu'à la fin, ça fasse le tout et ça fonctionne. Donc quand il parle des drafts, qu'il dit que lui, il a beaucoup de responsabilités sur les drafts, c'est comme ça que lui fonctionne, comme ça que lui a toujours fonctionné. Ça peut fonctionner, je pense, pour certains coaching staff en Europe, mais après, c'est comme d'habitude, c'est à l'appréciation de chacun et à la manière dont une équipe doit fonctionner, quoi. Il y a un truc qui est intéressant, je trouve aussi, c'est la manière dont ils ont décalé leur journée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une journée entre guillemets de rêve, mais c'est aussi. En fait, c'est plus par rapport à le potentiel pic de performance. C'est-à-dire qu'effectivement, les matchs officiels vont se jouer entre 17h et minuit. Ouais. Et du coup, globalement, tu vas décaler ta journée pour pas que ça soit trop tôt le matin pour toi dans ta tête et que ça soit pas trop tard le soir si tu t'es couché tu te levais trop tôt. Donc c'est vraiment un décalage qui est fait exprès pour que ton corps soit le plus adapté et le plus en forme au moment où tu dois l'être. Oui, ce qui paraît normal d'adapter en fonction de ton rythme de travail. Alors, petite remarque pour la régie. Alors, Bichente, je t'entends mal dans l'oreillette. C'est pas parce que tu vas me répéter 6 fois la même chose que je vais mieux t'entendre la 6e fois. Voilà, je passe le petit message. Ouais, mais sinon, pour terminer, j'ai jamais vu un joueur pro se lever avant 9h, personnellement, donc c'est cohérent. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Ils ont aucun intérêt. C'est pas un flame. Mais de toute façon, c'est juste que. Et à partir du moment, ça peut marcher un peu comme ça chez OTP d'une certaine façon. C'est-à-dire que essayer de contacter un collègue caster à 9h du matin, ça va pas passer. C'est un peu stupide, c'est-à-dire que personne n'est levé à cette heure-ci. Il faut aller vers 13-14h, là tout le monde est up, et même à 2h ou à 3h du matin, tout le monde est up. Non, mais à toi. Je comprends pas le problème. On va dire ceux qui organisent les pré-shows, etc. J'ai rarement besoin de t'appeler à 9h du mat, Fingin. Disons que s'il y a un absent, un début de créneau de LCK, il n'y a pas de remplaçant dispo normalement. C'est vrai. Il y a peu de chance. En tout cas, il n'y a pas Chips.
Mais sinon, non, c'est très intéressant ce qu'il nous dit, mais pour la méthodologie de draft et tout ce dont il parle, toute la responsabilité dont il parle, juste les laisser la tête dans la game et pas la tête dans la draft, je trouve ça effectivement assez solide, mais je doute que ce soit une exclusivité de Tabé. Les joueurs vont systématiquement donner leurs inputs et leurs recommandations sur ce qu'ils voient bien, leur POV, parce que c'est eux qui vont aller sur le terrain après. Mais ma foi, la responsabilité elle reste quand même sur le staff qui a préparé tous les scénarios. Ouais, bah après, on va rester un peu sur le sujet Bichente, puisqu'on a dans 5 minutes on a l'or, donc on va pas commencer à ouvrir l'énorme page sur Night pour le BO et se couper en plein milieu. Mais après, c'est vrai qu'en Europe et on est peut-être un peu moins structuré là-dessus. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui sont différentes. Je dirais peut-être qu'en Corée, le coaching staff a beaucoup plus de poids, par exemple, pour tout ce qui est la draft, même si, bien sûr, les joueurs font les retours. On peut se souvenir de Koma et Faker en finale du MSI, où Koma dit à Faker, tu veux jouer ta LeBlanc, si tu la sens, vas-y, joue là, c'est toi qui vas jouer dans la game. Maintenant, en Europe, on a eu des équipes, on a eu des joueurs où on sait que certains joueurs ont énormément de poids dans la draft, voire même plus que le coach. On peut penser à Targamas, on peut penser à une époque où il y avait Perks, ce genre de choses. On peut penser à l'époque des Gambits. Alors, bon, ça sert peut-être à rien de parler d'il y a 10 ans, c'était pas les mêmes process. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit uniformiser? Est-ce qu'on a les bons modèles au niveau de l'Europe? Alors, on a assez peu de moyens de l'extérieur de connaître le modèle de chaque équipe. J'ai quand même l'impression que, en termes de discipline, en termes d'écoute du coaching staff, quand on voit par exemple, je me tourne vers Fingin, ce qui est tout le bordel qu'il y a chez Fnatic en ce moment, etc. On a l'impression, non mais bonne chance. Ça arrivait à d'autres équipes, dans d'autres endroits, etc. Du côté des NA, on avait eu des trucs dans certaines équipes avec des reportages qui étaient complètement lunaires aussi. Voilà, j'ai l'impression. Ce bon Reginald. Ouais, il y a Reginald, non, il y avait Dardoc aussi. Dardoc, c'est de bon Dardoc, où il y avait des trucs avec. Mince, j'ai oublié. Hit ou je sais pas quoi. Le coach qui était à l'époque. Lokodoko. Lokodoko, où ça s'insulte. Voilà, j'ai l'impression que quand même, en Occident, le coaching staff a peut-être plus de mal à se faire, à imposer sa loi, peut-être qu'en Asie. On va dire que c'est différent. C'est différent, c'est culturellement différent en fait, c'est surtout ça, il faut se recentrer sur l'aspect culturel, le respect de ceux qui ont l'expérience, le respect des ancêtres, du knowledge, etc. C'est un truc qui est quand même un petit peu plus important On n'est pas assez respecté, hein, tu penses, Twix? Alors c'est une certitude, bien sûr. Mais c'est vrai que plus tu vas à l'est, plus tu vas avoir vraiment j'allais dire réflexe, mais juste ce truc-là qui fait partie véritablement de ton éducation. Pas pour dire que c'est une mauvaise chose ou quoi, ou faire des comparaisons culturelles, hein, loin de moi l'idée de faire ça. Mais tu vois, par exemple, pour nous, les équipes européennes qui ont été le plus successful, pas forcément les équipes où il y avait le plus d'autorité de la part du coaching staff. C'était plutôt des équipes de joueurs extrêmement talentueux qui ensemble arrivaient à faire quelque chose. Chacun sa recette, j'ai envie de dire, et c'est pas forcément une bonne chose que de viser à copier, je pense, surtout. Bon, voilà, des petites pistes du côté de l'Europe. On va voir comment on se relève de la banane qu'on s'est récupérée pendant ce MSI. On me dit que l'or est disponible. J'ai l'or au bout du fil. Coucou l'or, comment ça va en cette belle nouvelle journée de MSI? Ça va et vous? Bah ça va nickel. Avec le collier. Qu'est-ce qu'il y a? Psartek le collier. Ah, merci Viviane Westwood, on apprécie. Je t'en prie. Bon, quoi de beau aujourd'hui, quoi de neuf du côté de Vancouver? Alors, on va aller voir Papa Smithy dans un instant, qui est le CEO de FlyQuest, ancien caster de LCK pour ceux qui suivent League of Legends depuis seulement quelques années. Et j'ai viens d'avoir une interview avec Inspired, qui était l'interview la plus pierre de tous les temps, vraiment. J'arrivais confiante en me disant, vas-y, s'il y a bien un joueur qui peut me donner de la substance sur ce match-up, ce sera lui. Et j'ai eu un Casper très stressé, très stressé, objectivement. Même avant de commencer l'interview, il m'a dit, vas-y, mollo, genre, je suis un peu stressé. J'ai fait, vas-y, t'inquiète, au pire, tu me donnes ce que tu veux, quoi. Et ouais, gros stress, mais après je comprends, hein, dernière équipe de l'Ouest, ils se retrouvent un petit peu dans la même situation qu'ils étaient dans le dernier. Le problème, c'est que j'ai l'impression que cette année, les gens leur donnent plus de chance et leur accordent un petit peu plus de crédit que par rapport à Genji l'an passé. Donc ouais, là, FlyQuest assez stressé. Même Wipo, qui généralement, et vous le connaissez, en parle beaucoup, je l'entendais pas trop dans la salle de make-up tout à l'heure. Donc on va voir. Ils sentent le poids de la responsabilité de leur précédent exploit en quelque sorte. Ils sont un peu attendus, vraiment, et ça change tout.
Je pense que ça change beaucoup effectivement parce qu'ils sont attendus cette fois-ci et surtout quand on joue en Amérique du Nord et que c'est une équipe nord-américaine, donc j'ai l'impression que ça a quand même un impact sur cette fois-ci. Donc on verra. Moi de toute façon depuis le début, je vais pas dire que je me suis plantée, mais je pense que les équipes se sont un peu plantées dans la façon dont on a bien fait avec les résultats de l'Europe, mais les équipes qui étaient confiantes, ça s'est pas forcément montré sur scène. Donc est-ce que je suis plus rassurée de voir Inspired qui est un petit peu plus stressé, ouais, potentiellement. J'ai Papa Smithy qui est juste là et qui m'attend, donc on va aller le voir directement et ensuite on reprendra la conversation si vous voulez parce que j'ai pas envie de le faire trop attendre non plus. Thank you. Hey! Hello, Papa. Bonjour. So they won't be able to hear you, so I'm going to be the one asking the questions myself. Je vais poser les questions, les gars, je pense que ça sera plus simple et ensuite on en discutera. I just had an interview with Inspired, who seemed very stressed. How do you guys make sure that he's going to be able to play his game on stage and play at the level we usually see him play at, especially with the responsibilities that he has right now? Yeah, it's an interesting question. I think all eyes will be on him from the West and from the East, I want to say. Like, if I'm thinking what they're thinking, it's if we shut down Inspired, then we'll win. Yeah. So I imagine that's what's on his mind, but I guarantee you won't feel it in the comms that start at game one. All right. So hopefully they feel the pressure on the Rift. Anything that you can tell me about the preparation today? Not giving away too much, of course. No, I think they're a really good team. I think for us, the game is about neutralizing Knight, who obviously is one of the best mid laners of all time, and then setting up bot and top to carry. I think jungle will do his work without any help. Yeah. So I think that's probably the big thing is if Knight is flexing on mid lane, then I think that's going to be our only way that I think we'll struggle. But I think in almost every other reality, we're pretty confident. I see. And I feel like it's fair to say that BLG has not performed to the expectation that we have from this organization. The lineup itself, I feel like they've been shaky, the way they've been shaky in LPL. But the issue with a team like this is like you never know when they're going to wake up. You never know when Bane is going to be able to play his game again, when Knight is going to be able to be the unstoppable force that he's on mid lane usually. What is the expectation for BLG and the read that you have on the team with what they've showcased at MSI so far? I think you've explained it well. I think if you're just talking like individual players, FIFA rankings, they're a wonderful team, right? They were world finalists for a reason. But the one slider FlyQuest would definitely have over BLG would be team play. Like I think our team play is better, our identity is more consistent. So I think that matters a lot when every 4.5 minutes you're like fighting a dragon or fighting an objective. And so if they're not on the same page today, it doesn't matter how individually skilled the players could be. I see. It's what they show. All right. Any words of encouragement for the French audience? Maybe we miss you a lot, of course. There's a lot of guys that you know here on this set. Do you have any message for them? Thank you so much for watching. We appreciate the fandom. We're accepting fandom from Europe, fandom from America, fandom from anywhere. So big shout out to the French fans who were cheering for us 7 months ago. It feels like a world. So I appreciate you guys cheering today. Chris, thank you so much. Best of luck today. Et alors qu'on voit les gars qui retournent dans la salle, ils viennent de faire les tech checks sur scène. Il y a Massou et Bouzio qui vont passer derrière moi. Vous avez vu Mitty et Nuke Doc et le reste de la line-up. Voilà, j'espère que vous avez entendu un peu tout ce qu'il a pu dire. Je sais qu'avec le casque, ça peut être compliqué. Ok, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses dont moi, je sais pas si tu connais un peu plus Papa Smithy. Je me demandais en tant que CEO, parce que c'est un des casters les plus techniques que la LCK ait pu avoir, en tout cas même le caster le plus technique c'était le big boss du cast anglais. Il a quand même un énorme knowledge sur League of Legends, donc est-ce que sa position de CEO, est-ce qu'il touche un petit peu à des décisions stratégiques pour l'équipe au niveau de comment ça joue, de comment ça s'entraîne, de comment ça recrute, ou il a un rôle beaucoup plus global finalement du côté de Papa? C'est une question super intéressante. Alors, on en a beaucoup parlé justement parce qu'il faut savoir initialement, il était caster en LCK. Après, il a rejoint 100 Thieves en tant que GM. 100 Thieves, ça se passait pas très très bien. Il est passé chez FlyQuest en tant que GM et aujourd'hui, il est CEO de FlyQuest. Et moi, je trouve qu'il fait bien son boulot dans le sens où il connaît sa place. Il a quand même des responsabilités de GM, même en tant que CEO, parce que forcément, il adore les sports, il est très intelligent, il est hyper pointu sur le jeu. Mais je pense que ce qu'il fait très bien, c'est déléguer et savoir
délégué aux bonnes personnes. Donc il a eu un mot à dire sur la création du coaching staff, on va dire. Et moi j'aime beaucoup l'harmonie qu'il a créée entre Mitty et Nuke Dog, parce que je pense qu'avoir des anciens joueurs pro dans le coaching staff et des joueurs pro qui ont l'autorité justement, c'est quelque chose qui nous manque peut-être un petit peu trop en LEC. Et je trouve que de ce côté-là, il a bien visé, il a vu juste. J'essaie de me concentrer parce que je m'entends assez fort sur le plateau. Mais est-ce qu'il a un mot à dire sur les drafts, la façon dont les choses sont faites, est-ce qu'il fait des feedbacks aux joueurs? Non. Mais en revanche, c'est quelqu'un de en qui les joueurs ont énormément confiance. Et il est là plus pour soutenir les joueurs sur un aspect mental et extra-sportif que vraiment inhérent au jeu, je dirais. Ok, c'est une réponse extrêmement complète. C'est un peu un Jack Etienne en mieux, un peu. C'est ça? Moi, j'aurais plutôt dit que c'est un Ocelot sans Lego. Parce que Ocelot était aussi... non, mais c'est vrai. Parce que Ocelot, au final, il touchait à tout sans vouloir vraiment déléguer. Et je pense que c'est aussi ce qui a causé problème à G2. Lui, il sait, il connaît pas son niveau d'incompétence, mais il sait que de toute façon, s'il touche à tout, c'est le meilleur moyen pour que tout explose. Donc, il est présent. Il est présent quand on a besoin de lui, mais il va pas aller foutre son nez quand on lui demande pas, quoi. Désolé, peut-être que l'exemple était mauvais. Non, mais en fait, connaissant les deux, je suis ravi. Connaissant les deux, c'est effectivement pas du tout le même caractère. Jacques-Etienne ne connaît pas vraiment le sportif. Genre, Jacques-Etienne, c'est un fan d'e-sport, mais c'est pas un expert du jeu comme Chris peut l'être. Donc pour moi, il y a une petite nuance de ce côté-là quand même. Magnifique. Mais voilà. En tout cas, je pense que son approche est très, très raisonnée. C'est très bien qu'il ne va pas réussir à tamponner Bilibili en mesurant le talent des joueurs en 1 contre 1, mais juste en misant totalement sur le team play. Donc rien que d'avoir cette donnée-là et voir que c'est au centre des priorités de tout le projet, moi ça me rassure beaucoup pour ce soir. Moi j'ai une autre question. Ouais, pareil. Vas-y. Ça parle du stress côté FlyQuest. T'as pas croisé les joueurs BLG également stressés et tout? Ils sont aux toilettes? Je les ai pas croisés du tout, non. Ils viennent même pas, c'est bon. 3-0 par forfait, c'est gratuit. On a le plus gros fan ici. Non, c'est difficile de voir du stress, surtout dans une équipe comme BLG que je connais pas trop. Parce que tu vois, Anyone's Legend, par exemple, c'est des joueurs qui sont quand même beaucoup plus expressifs. Je sais pas si vous avez passé l'interview de Shanks que j'ai fait hier. Ouais. C'est le moins LPL des joueurs LPL que j'ai pu interviewer de toute ma vie. Alors que BLG, c'est stoïque, aucune émotion. Donc c'est assez difficile à lire, vraiment, quand je les vois. C'est un peu comme Genji. T1, j'arrive plus à les lire, mais T1 aussi, je connais peut-être beaucoup mieux les joueurs que Genji. Mais ouais, BLG, c'est des joueurs qui sont assez difficiles à lire, je trouve, backstage, en tout cas. Après, ils vont passer quelques moments un petit peu à penser leurs blessures. Bilibili, tu sais, prendre un 3-0 comme ce qu'ils sont pris, c'est pas... Voilà, c'est dur un petit peu à encaisser. Donc, faut leur donner du mou. Hein, c'est vrai que j'aimerais pas être à leur place, quoi. Alors, sinon, c'est vrai que... C'est quoi votre lecture? Ouais. Enfin, je me disais, maintenant que la Corée est sûre et certaine d'avoir ses 4 places, est-ce que ça a papoté un peu du côté des crews coréens? Bon, tu sais où je veux en venir, Bébu, tu sais où je veux en venir, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des bruits de couloir? Est-ce que ça discute déjà là-dessus du côté de la Corée? Moi, j'ai dit à Honor que Katie allait se qualifier, il a rigolé, mais ça, c'est autre chose. Oh, le goat, oh, putain. Parce que même en Corée, ils savent que je suis une fangirl de Katie, donc c'est peut-être le seul truc qui peut faire faker, d'ailleurs. Lui qui est si stoïque, tu lui parles de qualif de Katie. Genre, hey, j'ai une blague pour toi. Tu lui dis si il se roule par terre. Ce serait énorme. Il t'avait pas déjà, claqué un cringe quand t'avais voté pour Katie Rolster, je sais plus quelle année ou un truc comme ça? Honor. Si, c'était si, mais Honor de toute façon il est très très drôle. Mais c'était quand j'étais host en LCK justement. Et il me semble que alors c'était au Worlds ou quand j'étais host en LCK, c'est la même année. Je suis désolée, je rappelle plus trop. Mais oui, effectivement, il y avait un petit cringe qui était parti. Parce qu'il jouait contre eux justement. Ouais, donc, il me semble que c'était le match de 2e place, de 3e place de LCK. C'était ça. Ouais, au Summer. On va la battre, Bubu, on va la battre. Mais j'y crois, moi j'ai peur d'un réveil de Damwon, mais en même temps ils viennent de prendre Civimax dans le coaching staff, donc je pense que ça va être le dernier clou dans le cercueil Showmaker, qui est déjà qui va pas très très bien, j'ai l'impression. Pour l'instant ils sont dans le groupe des nuls, c'est pas grave. 9 blocs de scrim. Ouais, c'est pas notre problème, ça sera notre problème à la fin de la saison, on verra. Les vrais adversaires c'est Nongshim. Les vrais adversaires c'est Nongshim. Qui ça?
Le traumatisme de Lehens. Qui ça? La vraie Ellie support. Qui ça? Je te jure. Bon, pendant qu'on va essayer de maîtriser Twix, Laure, on va essayer d'avancer dans le pré-show. Merci beaucoup, l'interview, c'était trop bien. C'était un plaisir de Avec t'avoir. plaisir. Merci. Et bonne chance pour aujourd'hui. Merci les gars. Bonne chance pour la soirée. Bye bye. C'est bien d'avoir une C'est bonne trop bien. reporter on stage et tout. Super intéressant. C'est trop. Et d'ailleurs, justement, ça permet d'enchaîner. Comme quoi, en plus, Papa Smithy nous a dit que le problème, c'était Knight. Et bien tout de suite, hop, on va parler de Knight parce que Knight, Alors, il est chaud bouillant. Vas-y. il a pas dit. Alors, le problème, c'était Knight, c'est-à-dire, il est trop chaud, c'est ça? Oui, il est trop chaud. Ok, d'accord. Oui, d'accord, il est trop chaud. Il va falloir qu'on réussisse à maîtriser parce que voici les stats de Knight comparés aux autres mid laners du MSI. Ouais. Et là où on arrivait, vous vous souvenez des graphiques en début de MSI, c'était Chovy, Monsieur Stat, etc. Où il y avait quand même Knight et Shanks qui avaient des stats qui étaient moins bonnes, mais qui avaient des bonnes stats comparativement aux mid laners de leur ligue. Là, au MSI, le mid laner qui a les meilleures stats, c'est ce monsieur. Ouais, mais bon, ces stats, elles peuvent faire un parallélépipède rectangle, ça change pas qu'à la fin, ils gagnent pas les BO, quoi. Je suis désolé, mais on n'est plus aux stats, là, il faut gagner les games. Il faut gagner les games, je suis désolé. Moi, je m'en tape d'avoir un mid laner qui a moins 50 CS, s'il me met le stun ou qui me fait win la partie. Tout ça, c'est. T'inquiète, tu l'as. Mais Tu l'as. tout ça, c'est de la branlette. Tout ça, c'est de la branlette. Ce qui compte à la fin, mesdames et messieurs, c'est de gagner la game. Et oui, j'ai les KDA, j'ai machin. On s'en tape au final. Juste comment il impacte les games véritablement. Et est-ce qu'il peut se faire tamponner? Est-ce qu'il peut être instable? Et on a eu la réponse, oui. Alors, on va y arriver progressivement, mais tu tiens un point. Ouais. Mais Chovy aussi, Monsieur Stat, mais à la fin, il faut gagner. Moi. Alors, est-ce qu'il impacte l'early déjà, notre ami Knight? Alors, oui. Eh bien, la réponse, alors voilà, on a les Gold à 14 en Nap 6, on a l'équipe plus à 6 en ordonnée. Eh bien, en early game, Knight, il est là. Alors, petit point, parce qu'on parle aussi de quad au passage. Bien sûr. Voilà, il est moins là. Mais déjà, en early game, on a un Knight qui fait son taf. On peut pas lui retirer ça. Ça, c'est la barre de kill assist média. Ok, d'accord. Ouais, c'est un 36, c'est ça. Ok, très bien. Donc en soi, être bas, c'est pas forcément révélateur d'une quelconque incompétence du tout, quoi. Ça peut révéler tout de même la manière de jouer de Juste l'équipe. à gauche, quoi. Ouais, la manière de jouer de l'équipe. Ouais, la manière de jouer de l'équipe. Et c'est peut-être qui fait peur également dans le sens où Papa Smithy dit que le plus gros problème, ça pourrait être Knight. Parce que dans le style de jeu habituel de FlyQuest, ils vont pas se baser beaucoup sur la mid lane pour réussir à après exploser le reste. Il va y avoir beaucoup de passages de Inspire sur le top side, après avoir beaucoup farm, et ça va se jouer avec une association avec Busio. Donc il y a peut-être le côté là où Quad va devoir faire beaucoup en solitaire pour réussir à contenir un peu Knight avant que le reste de l'équipe vienne avec. Et c'est peut-être ça la petite peur du côté de Papa Smithy, et ce pourquoi il pointe du doigt Knight, quoi. Ouais, bien sûr, on arrivera à Bechuan aussi, qui est extrêmement présent. Alors, on va passer au solo kill du côté de Knight, puisque voilà, on parlait de l'early game. Voilà, côté solo kill, il n'y en a pas non plus. Oui, il n'y en a jamais, quoi. Énormément. Bon, voilà, du côté de quoi des Jojo, on meurt pas. On fait un peu de solo death, pas trop de solo kill, mais c'est pas non plus des chiffres qui sont énormes. Voilà, enfin, on voit 0,6, 0,8. Oui. C'est pas comme si Knight faisait 3 solo kills par game par lane, quoi. Bon, il y a un peloton, il y a un gap en dessous quand même, très légèrement. Chovy, il a de solo death, 0 solo mort, 0 solo kill aussi. Mais il est pas dans la game en fait. Il est littéralement pas. Il split. Le PvE, c'est lourd. Bah tu vois, c'est comme TFT, tu vois que tu prends AFK. Et bah là, les 5 premières minutes, il est pas dans la game juste. Et il vient après. Et donc si on continue de regarder du côté de Knight, les solo kills, voilà, Knight il est pas là pour arracher purement et solo kill en face de lane, même si on a vu qu'il n'y en avait pas énormément. Par contre c'est après où Knight il commence un peu à se déchaîner, il commence à sortir le tromblon. Ouais, généralement, ils mettent une prio quand même sur des pics qui lui permettent d'avoir ce genre de catch en side jungle. C'est pas vraiment du side laning, c'est plutôt du side jungle. Quand il y a quelqu'un qui est vraiment out of pose et qu'il a Ahri, Aurora, Annie, Sylas ou même Ryze quelque part qu'il pourrait parfaitement sortir. Mais ça, c'est le profil de la méta qu'on a aujourd'hui. Et le truc, c'est que dans ces différents match-up là, dépendamment du côté que tu sélectionnes dans cette pool de 5-6 mid laners, mais en fait, t'en as un qui est hard win et t'en as un qui est hard lose, globalement, en fait, dans la relation que t'as entre les deux. Donc c'est pour ça que tu peux limite associer la champion pool aux mecs en fonction de leurs bonnes stats qu'ils ont. Parlant de champion pool, il y a quand même un champion qui est absent du côté Knight et qui joue très très peu et qui correspond pas du tout à ce style, qui peut jouer agressif sur les side lanes
prendre des Aziz. Le Azir est pas là. Ouais, tu vois. Aziz. Le Azir est pas là. Ça fait partie des champions que lui n'a pas. Là où Quad va forcément le jouer parce que c'est un champion sur lequel il s'est beaucoup arrêté. C'est ça qui perd Maintenant, reste à voir quelle va être la réponse. Est-ce que tu vas avoir le Sylas, la Talia, la Harry, tout de même beaucoup de réponses. Il y a quelques-unes. Ouais. Il y en a des Annie, réponses. Corki. La principale réponse du côté des Bilibili, c'est de ban Azir. Ouais, il le perd ma ban en fait. Il le perd ma ban. Blue, Red, Versailles, il le ban perma. Ouais. Le Azir TF ban face à T1, il était quand même très très présent. Hein. Ouais, bon, après le TF, il vaut ce qu'il vaut le TF. Alors justement, on parlait de quad, on parlait du Azir de quad. Alors on jette un petit coup d'œil tout de même à la comparaison au niveau stats. Bon, sur le papier, et comme le disait Papa Smithy, il va falloir trouver tout de même une façon pour que quad se fasse pas. Alors, à défaut de se faire ouvrir, parce qu'il n'y a pas forcément se faire ouvrir en lane, mais qu'on puisse au moins fixer Knight sur sa mid lane, tout simplement. Voilà, il ne faut pas que Knight il se balade, il ne faut pas qu'il commence à prendre trop d'avance, il est pas nul, qu'il se balade. Non, il est pas nul, quad. Il est pas nul, quad. Il est pas mal respecté d'ailleurs par ses pairs, parce que tu as beaucoup de content creation de tu préfères, je sais pas, chips ou noix, vert ou bleu, etc. Ce genre de truc avec les mid laners. Quad, il monte haut à chaque fois quand les gens ils font ça, mais il est vrai que je m'attends pas à ce que Quad lui roule dessus. Je l'ai. C'est la première. Chapeau. Elle est pas mal du tout. Alors, j'annonce à notre aimable chat qu'on va pas tarder à mettre quelques pubs pour pas. Les autres blagues, c'est payant. Désolé. Payant, les gars. Voilà, mais merci. Hein. On va raconter des blagues, mais il faut s'abonner. On a des bangers pour la voir. Bon, bien sûr, on a parlé des mid laners, on va aussi parler de la jungle. Ah ouais. De la jungle, parce que, eh bien. Voilà, d'un côté, il y a Inspired contre G2, Inspired qu'on avait nommé MVP, Inspired qui était absolument partout, Inspired qui nous a absolument bolossé, Inspired qui a pris des photos à côté d'une poubelle en disant qu'il avait trouvé G2. Bref, Inspired, le traître. Waouh. 3 match-up 3 pics de malade, honnêtement, dans la série. 3 pics de malade. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Il a les 3 quasiment, pas les 3 meilleurs pics de la jungle, Trundle, c'est contextuel, c'est ingérable. Le DPM post-14 est par contre beaucoup trop élevé. Hein. Ouais. Pour un jungler, c'est beaucoup trop élevé. De l'autre côté, les pics qu'il a, le Panthéon qui avait été laissé open, qui s'est jeté dessus, ou d'envaille complètement gratos. On se souvient des drafts du G2 FlyQuest, on se posait des questions et pour le coup, Inspired, il a roulé sur la game. C'était presque trop facile. C'est masterclass. Hein, ouais. Ah oui. C'est vraiment jungle carry, c'est un peu Tarzan vibe, un peu qu'il avait là. Jungle carry avec les pics. C'est vrai que par contre, avec Scumonde, on était peut-être un peu passif. Il y avait un petit concours de celui qui farmait quand même le plus aller-retour dans sa jungle. Oui. Et justement, on va aller regarder les early games, puisque voilà, on est moins actif. Là, on voit Bechuan, on voit Canyon, les kills plus assist à 14, les team kills. Voilà, on est là pour se tabasser du côté de Bechuan, on est là du côté de Canyon, on est du côté agressif. Alors parfois, un Bechuan, ça lui a causé quelques petits torts. Hein. Bechuan, il y a quelques dingueries qui sont lâchées. Mais quand on regardait Scumonde, on regardait Inspired, sur leur league game, on aime farm, on a moins de présence en règle générale. De l'autre côté, c'était une analyse que j'avais vue sur les réseaux de je sais plus trop qui, mais en fait, Q est dans une situation où il avait des lanes qui étaient quand même relativement perdantes. Donc c'est difficile d'avoir ça joue aussi, bien sûr, de l'impact et de créer du jeu lorsque tu peux pas jouer en réalité. Moi, ce qui m'étonne un peu plus dans cette stat, alors on avait vu Canyon qui est tout en haut à droite, et c'est pas forcément le jungle qui est connu pour être le plus agressif early. Souvent, il est là pour couvrir des phases de lane plutôt tranquilles et farmer lui-même pour ses propres ressources, mais là, qu'on voit qu'il a vraiment changé un petit peu d'idée. On se souvient de quelques invades quand même de Canyon. Justement, il est passé chercher des gens par la peau du cul dans la jungle. C'est ça. En fait, ça dépend vraiment de la game dans laquelle tu es et l'équipe que tu faces. Si tu es contre une équipe qui effectivement va pas avoir un rythme soutenu comme un G2 FlyQuest, tu t'attends pas à ce que chaque crash de wave, tu sois là en mode angoisse. Putain, est-ce qu'ils vont swap, les gars? Est-ce qu'ils vont swap? Tu te prends la tête, etc. Alors que en fait, ça joue 2 fois plus. Honnêtement, équipe asiatique contre asiatique, surtout Corée contre Chine, ça fait pas des kills forcément, mais ça joue 2 fois plus vite dans ce qui est requis, ce qui est demandé au jungle sup comme présence. C'est complètement insane et on n'a justement pas trop d'élimination dans ces cadres-là, parce que tout le monde se match et tout le monde est parfaitement en train de se counter sur les positions sur la carte, là où ailleurs il peut y avoir des grosses percées. Mais du coup, tu te pousses, c'est le métro heure de pointe, t'es là, t'es sur le même move, qui c'est qui prend l'avantage, je te mets un Q, tu me mets un Z, c'est toi, GG. Tu vois, je suis d'accord, ça se tape beaucoup plus, et justement, tu parlais de proximité, on va aller regarder ça, puisque il y a une différence qui est notable, voilà. Forcément, du côté de Bechuan,
il passe sa vie à gank. Alors, Inspired, c'était un peu ce que tu disais. On a passé peut-être un peu plus de temps à farmer, à se regarder, à faire un peu de jungle tracking, mais voilà, à se neutraliser plus qu'à jouer sur les lanes. Il y a quand même une folie dans la Ouais, c'est ça. C'est qu'il est très haut avec ses laners, mais il est quand même très haut en isolation. Oui, il est deuxième en isolation. Il y a plus de pourcentage en fait. Il est juste. Il y a plus de pourcents globalement. Mais ça veut vraiment dire que quand il arrive à côté de quelqu'un, il se passe direct quelque chose. Ouais. Tu vois, il n'y a aucune hésitation, ils font juste tout droit. Mais être deuxième en isolé et étant premier en proximité avec littéralement tout le monde, il y a un truc qui va pas. Il y a un problème dans la matrice. Et tu l'as dit, il perd pas de temps. Ah non. C'est pas qu'il perd pas de temps, c'est qu'ils se déplacent ensemble en fait surtout. Oui, c'est plutôt ça. Il y a aussi effectivement beaucoup plus de proximité. Alors j'allais dire avec le support, après entre 20% et 19%, on passe de 6e à 3e. Il faut aussi faire attention aux stats. Mais tu joues perma de ton strong side, donc tu es en permanence à proximité de normalement 4 joueurs. Où tu alternes un petit peu et tu essayes de passer le moins de temps possible du côté de la carte où tu es tout seul, et c'est comme ça que tu danses en perma. Après, il y a eu beaucoup de phases de contestation un peu neutres, chiantes dans les early games, etc. Donc ça pimpe un petit peu les stats. Là, au côté Inspired, c'est plus un jungling vraiment à l'européenne, à la agurienne, si j'ose dire. Il se passe rien, je farm. Alors, voilà. Oui, c'est clairement ressenti. Mais alors, du coup, dans ce contexte de mid-jungle, ça dépend de tes laners aussi, ENA contre LPL, est-ce qu'on s'attend, si on n'arrive pas à contrôler ce mid-jungle, est-ce qu'on attend à ce que Knight et Vision en fait roament la totalité de la map et la mettent en sang, là où des Inspired vont être normalement obligés de répondre, ils vont pas continuer à farm s'il y a toute leur lane qui sont en train de crever. On attend que ça se mette au niveau et que ça suive la tendance. On va regarder qui perd des points de vie sur les lanes en fait. C'est aussi bête que ça, et du côté chinois, on va essayer de jouer ultra aggro pour faire perdre des barres de points de vie. Je pense que c'est surtout ça qui va être la différence par rapport à FlyQuest, qui va être là en mode ok, si je perds pas de points de vie, mon jungler scale up et après on peut jouer sur les timings précis. C'est un peu ça. Le degré de proactivité chinois est nettement plus élevé que le degré de proactivité nord-américain. Oui, complètement, et européen par. Juste, tu te fais pousser en lane, quoi. On te fait perdre des PV, on te fait perdre pressure. Ça agresse tout le temps. Ouais, ça agresse. Mais on a vu différentes Annie, les Annie chinoises. Il y a un T-Burst, il a envoyé un de CD. Il a envoyé un de CD. C'est je le balance. Et justement, c'est ce qui conditionne un petit peu la manière dont se jouent les games. Et c'est l'avantage et aussi le défaut de la LPL qu'on a déjà croisé, c'est que ça pousse, et au bout d'un moment, ça pousse trop loin et on va se faire avoir un petit peu dans le bac. Avoir une plus haute fréquence. Pardon, je t'interromps. Non, vas-y. Avoir une plus haute fréquence de fight, ça veut pas forcément dire que c'est une bonne chose, mais bien sûr, ce sont des joueurs, des équipes très intelligentes qui vont pas prendre des plays qui sont sous-optimaux à moins de 60%. Le play, tu le prends pas, il est dégueulasse et tu as plus de facilité à farm. La Chine. On parle théorie. Ce que je viens de dire, c'est rhétorique. D'accord, voilà. Mais du coup, en fait, fréquemment, tu vas avoir des phases de bad beat, en quelque sorte, où tu vas te lancer sur des plays, tu vas tomber, du coup tu vas essayer de te refaire, du coup tu vas relancer un play, t'es là, il est bon celui-là dans bad beat, et... Arrête de décrire Bwipo, s'il te plaît. Ou Bechuan. Alors, je suis désolé, mais Bechuan, je vais pas le lâcher aussi. Bwipo, il rentre dans la game, c'est bad beat direct, pour le coup. C'est dès le niveau 1, je fais flash. Et c'est là où au final, tu vois, le fait d'avoir quand même beaucoup de comparaisons entre Quad et Knight, qu'on parle beaucoup, je pense que si l'année dernière on parlait d'un Bwipo face à Bin, on serait terrifié de ce que Bwipo aurait pu faire dans la lane. Et on l'est pas. Et pour le coup, même si Bin est un peu en méforme, Bwipo, tout de même son passage face à Flandré, bon déjà son Mordekaiser. Vous c'est la seule fois où vous l'avez vu. Oh là là. Parce que ce qu'il avait fait avec son Mordekaiser face à Flandré, je l'avais déjà vu en NA et c'était à chaque fois un flop. Donc le fait que Inspired soit. Jamais ces spells sur Mord 2. Ah mec. La transition niveau 2 into solo death. Ces games de Mord 2, il y en a eu 3. Les 3, c'est des cadavres. Pour illustrer tout ça, justement, on va regarder un peu l'état des lanes en termes de gold. Voilà. Où sont les cadavres? Dans quel placard sont les cadavres? Alors, il y a quand même pas mal de cadavres dans les placards de FlyQuest au niveau de la phase de lane. Là, où côté Bilibili, forcément, ça se passe un petit peu mieux. Alors qu'ils sont quand même fait retourner par T1. Oh, le jungler de FlyQuest, c'est littéralement un OTP Metro I, quoi. Donnez-moi le Tariq mid. Putain, c'est quoi cette team et tout? Vas-y, je farm. Ils sont où mes raptors? Les cadavres, quoi? Les cadavres, on le voit, de toute façon. C'est... En vrai, la botline est plutôt low chez FlyQuest. Moi, je trouve que c'est le poste, personnellement, qui m'a le plus un petit peu déçu. C'est que, honnêtement, Masubuzio, lors des Worlds l'année dernière, moi, je les avais trouvés excellents. Oui, tu les trouves décevants sur ce MSI? Pour moi, ils sont que bons sur Kai'Sa. Je les trouve que bons sur Kai'Sa. Ok.
j'arrive pas à les voir performants sur d'autres profils. Tu vois, je les trouve average et surtout le laning en dehors des lanes, des archétypes ultra safe. S'ils se prennent un LK-on un peu ajusté poke, genre sur, je sais pas, j'ai une connerie, mais Eskarma, Caitlyn, Nico, je pense qu'ils vont terminer, mais en string sur la tête, vraiment, ça va être terrifiant. Et on pourra compter, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme j'ai dit ça, qui sera là à chaque crash de wave. Et comme j'ai dit ça, LK-on vont jouer sur aggro et vont se faire démarrer tout le BO. Mais alors, moi, je demande que ça. Alors justement, on va parler un petit peu teamfight après. Je vais envoyer Monsieur Zerotic qui va nous parler un petit peu teamfight, qui va nous expliquer, ce que FlyQuest peut éventuellement nous réserver aujourd'hui, Zerotic. Ok, bon, faut que je remette en tête également ce qu'on voulait montrer ici. On est sur 2 teamfights de FlyQuest. Le premier va être face à Anyone Legends et le second va être face à G2. Game 1. Ouais, c'était la première game, effectivement. Et ce qui veut être montré ici, tiens, d'abord, rappel par rapport à hier où on disait qu'Anyone Legends, c'est toujours quand Tarzan et Kael qui démarraient ensemble, ça fonctionnait bien. Gardez ça en tête pour la suite. Mais du côté de FlyQuest, c'est pour voir la manière dont ils arrivent à réagir et la manière dont ils arrivent à être efficaces ensemble et surtout à punir l'agressivité, la suragressivité adverse, ce qui pourra leur servir de nouveau face à BLG. Donc là, Tarzan se retrouve tout seul. On a Hope, hop là, on va revenir juste un peu en arrière. Juste à ce moment-là, la Shockwave qui est lâchée là, c'est pour ça que Hope va ulti. Très bon réflexe de sa part. Si la Xayah elle ulti pas à ce moment-là, elle est morte instantanément. Et le teamfight là n'aurait même pas été montré, vu que le teamfight aurait été très très largement gagné. Et là, l'objectif principal, c'est de montrer qu'on va y aller en plusieurs fois, qu'on va patienter, qu'on va réussir à se positionner dans le bon moment, au bon endroit, pour que Inspired réussisse à punir Flandré qui s'est d'abord trop avancé. Et ensuite, on va voir également Bucio qui va trouver une très bonne entrée sur Hope, qui n'a plus d'ulti juste après. Donc là, c'est l'objectif principal. On avait un Anyone Legends qui a cherché à aller trop vite, à jouer trop agressif. Tarzan qui était tout seul. La punition est très très bien trouvée. Et c'est ce pourquoi tout de même FlyQuest avait réussi à contester Anyone Legends. Je pense que tout de même les 3 premières games sont des games de vraiment bon niveau du côté de FlyQuest, là où la game 4 était plus compliquée. Bon, maintenant on va montrer ce qui s'est passé également face à G2. Assassin. Face à G2, il y a une volonté de nuire. Il va y avoir une volonté de nuire. On va se retrouver dans la deuxième game ici. Petit état des lieux, on est à 35 minutes de jeu. FlyQuest a tout de même un avantage en termes de dragon qui est tout de même assez important. On se présente à ce moment-là parce qu'il y a FF, parce qu'il y a Dragon et Baron qui sont tous les deux disponibles à ce timing-là. Donc on vient contester la wave mid et ensuite on vient logiquement se battre. Les 2 compositions ont déjà bien scale. Rappelle que Aurora, du côté de Caps, était bien feed à ce moment-là, que de l'autre côté, Massu était dans un bon état. On a l'entrée de Caps. Encore une fois, un joueur qui va choisir un play très agressif, à tendance flippy, qui aurait pu fonctionner, mais qui malheureusement pour l'Europe et pour Caps arrive au résultat malheureusement où Massu est encore en vie. Et c'est là où une nouvelle fois on met en avant la capacité de réaction et la très bonne réaction de Inspired en particulier, qui dès ce moment-là, il n'y a plus les outils défensifs sur Caps. Inspired, après être sorti de l'engage de Labrov, va directement punir et prendre la bonne décision. Donc la Caps va être punie, Bwipo va également punir, et juste après, le reste du teamfight est beaucoup plus facile. Parce que FlyQuest a bien joué, on pourrait rester très longtemps sur ce teamfight également pour montrer à quel point G2 l'a mal joué. On l'a fait avant le pré-show d'ailleurs. Avant le pré-show, on est resté longtemps. Il y a beaucoup d'erreurs du côté de G2 à ce moment-là. C'est bizarre qu'il n'y ait personne qui ait suivi l'engage de Caps. Ils auraient pu all-in beaucoup plus franchement pour réussir à fonctionner, mais la réaction était bonne. Et le dernier teamfight, c'est dans la dernière game. Au final, je crois que c'est le dernier teamfight où FlyQuest réussit à l'emporter. On va avoir ce grab de la part de Labrov. On remet en condition, on est Nautilus face à Trundle. C'est le seul à pouvoir go in. S'il go in face à Trundle, soumission, tu te fais arracher immédiatement après. Du coup, tu ne peux pas go in. Mais en même temps, il voulait donner de l'espace pour que Skumond puisse faire quelque chose. Mais on n'est pas rentré à ce moment-là. Et la punition est immédiate. Labrov qui essaye de flash out, mais qui est rattrapé par Inspired, qui prend une nouvelle fois la bonne décision. Ça enchaîne correctement. Bwipo connaît son travail sur Caps. Et après, on run down juste une nouvelle fois. Très bonne réaction
très bonne punition de l'agressivité adverse. Une équipe qui réagit très bien et c'est principalement Inspired qui est le joueur qui réagit le mieux et qui lead l'équipe. Donc s'il n'y a pas Inspired, l'équipe vaut rien. Donc, ce qui tombe bien, c'est que Inspired est là, quoi. Mais oui, donc, on peut compter sur Casper. On peut dire que grâce à un joueur européen, l'équipe américaine brille. Et grâce à un coaching staff européen. Grâce à un top laner européen. Tu vas jusqu'au bout. Hein. Bah, allez, c'est parti, on va au bout. Du coup, ce soir, vous êtes tous pour l'Europe. Bah oui. Ouais, de ouf. Je serais toujours un peu contre la Chine. Par contre, FlyQuest, merci beaucoup Zero, c'est une vraie équipe qui a un shot call. Elle a un shot call, elle a une vision, et dans le vocal in-game, tu entends à minima Bwipo Inspired, et ce sont deux joueurs qui participent beaucoup, énormément. Donc quand tu as une situation neutre où il faut prendre des calls tranchants, c'est plutôt un terrain, c'est plutôt un forté pour les FlyQuest. Le déforté, c'est évidemment le reste. Mais Pour avoir quand même beaucoup écouté, et je pense que j'aime beaucoup leur call. Le point sur lequel ils sont plus améliorés dans les voice-com, c'est que Bwipo et Inspired vont avoir le call global de map. C'est eux qui vont au final prendre le plus grand des décisions, les rotations et tout. À l'arrivée en teamfight, à l'arrivée à ce genre de décision qu'on voit là, Busio prend beaucoup plus de place que ce qu'il prenait l'année dernière. Il prend les calls de focus. Voilà, il prend les calls de focus, c'est lui qui va beaucoup plus suivre. Donc Inspired et Busio sont ceux qui vont shot call beaucoup plus en teamfight que ce qu'ils faisaient par rapport à l'année dernière. C'est pourquoi tout de même on peut dire que l'ensemble de la botlane a pris énormément en maturité et ça se voit rien que dans ces moments-là. Et quoi des mutes et quoi des mutes Quad n'a pas de vocal. Bah, moi, ce que j'espère, c'est que je rebondis un peu sur ce que disait Bubu. C'est que les joueurs ne soient pas trop stressés pour continuer à avoir ces décisions tranchantes. Ça joue. En fait, parce que s'ils sont paralysés et tétanisés dans leur manière de vocal, est-ce que ça va pas les bloquer, en fait? Ça joue. Alors justement, on parlait pas mal des duo lane. On va continuer de parler un peu de tout ça. On a regardé un petit peu les early games des duo lane parce que, eh bien, voilà, on se posait la question comment se porte la duo lane FlyQuest. Alors contre G2, c'est plutôt pas trop mal porté. Oui. Voilà, en règle générale. Bon, contre T1, c'était pas la même paire de manches. Là, on va affronter Elkeon. Ouais, c'est déjà contre AL. On voit que globalement, c'était OPKL qui avait réussi à prendre le plus le dessus. Et BLG, ils viennent de. Mon plus gros espoir, c'est que BLG, ils viennent de se taper Guma et Keria. Et qu'il y a des séquelles, tu vois. Mais peut-être. Alors, deux des meilleurs résultats quand même de FlyQuest, à noter, c'est sur Senna. Ouais. La game 1 à elle et la game 3 G2, c'est Senna pour Mastu. La game 3, c'est celle qu'on a là. C'est ça. C'est Kai'Sa, Kai'Sa Nico, celle-là. C'est la 1 alors, du coup. Ouais, la 1, c'est la game de Senna. Donc on voyait que c'est un 900 aussi. Ouais, 121, 950. Deux games Senna, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Donc attention. Mais voilà, et la game Nico, Busio est tout de même très bon sur deux champions en particulier qui sont Nico et Bard. Donc à voir s'il aura l'occasion de les beaucoup de range du côté de Busio qui sont très souvent alignés. Ils ont osé à faire Senna Bard aussi, non? Ouais. Ça, il aime beaucoup Bard, il aime beaucoup les ranges. Et je me demande si justement il a pas il a pas des petits pièges cachés. Encore certains champions qu'on verrait peut-être pas qui pourraient être sortis à cet endroit-là, quoi. Après les pièges cachés, on commence à en avoir vu pas mal et. Alors plus tard, pas trop tard quand même. Ouais, voilà, c'est maintenant. Il y a trop gamins. C'est maintenant qu'il va falloir les sortir. Et on va aller jeter un petit coup d'œil de la top lane puisque c'est la dernière lane dont on n'a pas parlé. Bwipo contre Bin et avec un Bin. Soyons honnêtes, à une époque, c'était Gigabin, on parlait que de lui, encore de lui, toujours de lui, c'était son Jax, encore son Jax, c'était la superstar. Bin, beaucoup plus effacé sur ce MSI. Bin, c'est plus la terreur que c'était, ou alors j'abuse un peu et je dose pas? Ouais, il fait pas un bon spring. Pour ses standards, jamais. Oui, c'est ça en fait. Voilà, il faut réajuster. Je dis pas que le joueur est nul, hein. On attend, juste il est pas aussi terrifiant. On attend top 2. Et là, on n'y est pas forcément, en fait. Et ça fait un petit moment, tu le disais, Spring, le Winter, il était discret aussi, je trouvais. Et du coup, on se retrouve dans une situation où le Bin Bwipo fait peut-être pas aussi peur. C'est dur à dire, mais ça ressemble. Il a perdu une finale de Worlds, le Boog, faut quand même. On y revient, parce qu'il n'y a pas de hasard, évidemment. Non, mais c'est vrai, pour le coup, il est. J'irai pas jusqu'à dire, pour reprendre la vanne de Chips, qu'il est devenu Mr Bean ou quoi que ce soit, tu vois. Mais vraiment, il est pas au centre du plan de jeu de l'équipe. Est-ce que c'est une des répercussions de la méta ou autre chose du genre? Est-ce que vous voyez un top laner qui prend vraiment énormément plus de place que les autres actuellement dans la compétition?
qui prend vraiment beaucoup plus de place autour duquel on joue, ce genre de truc. Le meilleur exemple qu'on peut donner, enfin la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est Flandré contre ce game de Yorick. Yorick Jace aussi, voilà, éventuellement. Flandré, il a beaucoup de tanks. Ouais, mais quand il y a Yorick Jace. Voilà, mais tu vois, il est dans une situation de blind pick aussi, Flandré, la plupart du temps dans les séances de draft. Ça va être un petit peu le cas aussi Enfin, on va vraiment. Vous voyez les premières rotations dans la plupart des drafts qu'on a, surtout Asie contre Asie, c'est tout le top side qui est sélectionné dans les 3 premiers et la bot lane qui vient conclure la draft. On voit très souvent ce pattern-là et ça va notamment, je pense, pas mal impacter un joueur comme Bin qui il peut pas prendre son Jax en mode you, salut les gars. Non, c'est sûr. Après, voilà, ça c'est pour les 3 premières games. Dans les 2 dernières games, t'as plus autant de support, t'as plus autant de carry. C'est très vrai. Donc tu sautes dessus beaucoup plus tôt et là la tendance change tout de même. Maintenant, on a tout de même eu un moment Gigabin au cours du BO précédent, sa fameuse Ambessa qui se fait dive en 2v1 et qui ressort avec un double kill et la wave et tout ce qu'il veut. Donc attention, Gigabin existe encore et Bwipo est malheureusement. On a vu ce qu'il a fait aussi. Il est sous fréquence sinusoïdale, malheureusement. Voilà. C'est terrifiant ce qu'il a pu faire quand même dans les games. Genre vraiment, c'est MD5. Moins de 5 minutes, la game est foutue. Quoi. Enfin, sa game à lui est foutue. C'est là où des équipes de LPL demandent le remake. Oui, en draft, enfin en scrim. Il a fait quand même des choses folles. Ah bah, moi je suis plutôt côté FlyQuest, donc on va bientôt arriver au prono, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Bon allez, avant de passer au prono, on a un petit quiz. Alors, c'est moi qui fais la question? Oui, c'est moi qui fais la question, on a dit Bichente. Eh bien, c'est parti, envoie le quiz. Quels sont les 10 champions les plus joués dans l'histoire du MSI? J'ai une question. Vas-y. Il y a les flex pick ou pas? Bah sûrement, hein. Genre si je prends ouais, mais on me dit que c'est principalement sur la lane. Ok, numéro 1, Rakan. Rakan n'est pas dedans. Rakan n'est pas dedans. Rakan n'est pas dedans. Nautilus. Ouais, top 1 Nautilus. Ok, c'est Nautilus. Ok. Alors, chose absolument folle, il n'y a pas de mid laner. Ouais, il n'y a pas de mid laner. J'avoue. Il y a un top laner. Pas d'Azir, Oriana, ni rien. Ouais. Il y a un top laner. Alors, Rumble. 10e, ok. 10e du côté de Rumble. Et moi j'aurais dit Renekton, tu vois, mais même pas. Maokai. Ouais. Non. Lee Sin. 2e. Ah, Lee Sin en 2. Et en vrai, les AD carry, on a Kai'Sa, Ezreal qui se baladent parce que Kai'Sa, Ezreal était énormément joué. Xayah. 3 et 6. Kai'Sa, Ez, ouais. 3 et 6, Kai'Sa, Ezreal. Xayah, non, pas là. Lucian. Lucian a été beaucoup joué par les équipes chinoises. Donc... H. Attends, il faut aller moins vite, je pense. Parce que là, on comprend. Non, H non plus. Il n'y a pas Lucian, il n'y a pas H. Il n'y a pas Lucian, il n'y a pas H. Kalista. Non. Non plus. Jinx. Aphelios. Ah ouais. Non, c'est trop récent. Braum. Ah ouais, Braum est 5e. Braum, ok. Et il nous manque un... Léona en 9 ça doit être Léona. Non. Il nous manque le 4, le 8 et le 9. 4, 8, 9. Varus. Ah oui, Varus. Varus 4e. Ouais, bien vu. 8 et 9, il nous manque un jungler. Non, il nous manque 7, 8, 9, je crois. C'est Joigny. Maokai. Non, j'avais déjà déjà dit. Il y avait Lee Sin avant, ça peut pas être Elise. Non. Pas de mid laner. La Evelyn de Krillov. Vi. Pas Qu'est-ce qu'il nous manque comme jungle? Il nous manque un jungle et un On support. a pas Sage, c'est pas Sage. Il y a le 7 aussi, il manque encore un ADC, je crois. Jarvan. Non. Un ADC, un support et un... Est-ce qu'on a dit Xayah? Ouais, Xayah, on a dit. Personne dans le chat n'a eu le jungle. Personne. Wow. Donc c'est un vieux jungler. C'est un vieux truc. Chaco. Graves. Oh, le Graves. Graves, bien vu. Ouais, c'était le jungler, Graves. Oh, wow. Il manque qui? Il reste 7 et 9. 7 et 9, donc un ADC et un support. Donc c'est pas Léona, c'est pas Rakan. C'est pas Lucian. Une Lulu? Ah si, Lucian, si, Ah, d'accord, Lucian, ça allait ok. trop vite. Ah bah voilà. Lulu? Du coup, il nous manque un support. Nautilus en 1, Braum en 5 Ouais, c'est ça. et Rel. Au pire, vas-y, balance-nous la réponse, il nous reste 2 minutes, on va faire les pronos Alistar. après. Pour le seul qui Galio. nous manquait. Galio. Ah, Galio support. Pas Alistar. Ah ouais. Waouh. C'est fou, Ah, ça. Il a été joué à pas mal d'autres rôles. Oh, le 150 Lysine, hein. le Graves, regardez 45% de win rate. Le Varus aussi, en vrai. Le Varus, il est dégueu. Nautilus. Hein. Nautilus aussi, c'est dégueu. Il y a des trucs un peu frauduleux là-dedans. Et le meilleur win rate, c'est
Kaisa Ezreal. C'est ça. Main dans la main, let's go. Busted. Champion Galio support, Busted. tant joué que ça. Mais ouais, 108 Galio support. À quel moment c'était tant joué que ça? En fait, on en a eu mid, on en a eu top, on en a eu support, j'imagine. Ouais, mais c'est compté, on compte que le support. Ouais, j'imagine. Hein. C'est vrai que le rôle En il a été comptant peut-être que joué. le support, Galio est devant Alistar ou Léona. Ouais, sur 10 ans de MSI. Galio est plus joué sur 10 ans de MSI que Alistar. On pourra demander contre-vérification à notre équipe édito, mais ils ont l'air assez confiants. Même Pike est plus joué que Galio sur 10 ans de MSI. 108 Galio majorité support. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais, parce que bon, les autres rôles rentrent dedans, d'accord. Oui. Elle est là la feinte. Non mais oui, non mais. J'étais en mode putain, je connais le jeu quand même, merde. Elle est là. C'est comme le Lucian, tu vois. Il serait pas 7ème s'il n'y avait pas top et mid, tu vois. D'ailleurs, je suis très étonné que Lucian soit pas top 1 pour le coup. Bah en vrai, il y avait que Shao. il était un peu seul tout. Hein. Peut-être qu'il était permaban. Ouais, il y a eu une période, ouais. Pareil pour Kalista, je pense qu'elle est pas dedans. Bon quiz, mais lui c'est de justice. Il est ouais, non, Maître Véreux. Maître Véreux a été. Je l'ai vu avant le début du live, il s'est éclaté un énorme burger, il a la tête qui tourne. J'ai vu. Hein. Bon, allez, on va se faire les pronos avant de rentrer dans cette première game du FlyQuest contre Bilibili. Alors. Ouais, quand même. Waouh, je m'attendais à être qu'on soit 3. Par contre, il y a énormément de 3-2. 3-2. Vraiment, on s'attend quand même à une game serrée. Est-ce que Bilibili c'est pas la minorité? Mais si, Bilibili est la minorité. Bilibili est la minorité. Oh, il y a de la hate. Je suis désolé, mais j'ai vu ce que T1 leur a fait, honnêtement. Non, mais en fait, ça a été mon problème. Tu vois. Genre, effectivement, ils se sont vraiment pris 3-0 et j'ai peur qu'ils soient brisés psychologiquement. En fait, il y a personne qui a mis 3-0, alors que pourtant, le meilleur bet, c'est ils se font arracher en game 1 et ils sont plus dedans du tout. En tout cas, messieurs, je vois l'introduction qui sont derrière nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir se laisser et se retrouver pour le premier match de ce Best of 5 FlyQuest contre Bilibili Gaming.